Alors là, on va tourner. Oui, oui, j'ai réussi. J'ai tout installé. Et je me suis mis dans ma salle de bain pour te parler de livres. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de l'armoire à culture, les mots des livres. Comme promis dans la vidéo de mon premier bilan culturel, bienvenue à toi dans ce premier bilan culturel. À voir ici, j'ai lu aussi Goupil ou Face de Lulubi. Elle m'a bouleversée au plus haut point. Je viens te parler enfin de la merveilleuse BD de Lulubi, Goupil ou Face. Souviens-toi aussi si tu as vu la vidéo de mon premier haul culturel qui remonte un peu. Je la mets ici. Je t'avais dit que je l'avais acheté et je t'avais expliqué les raisons pour lesquelles je l'avais acheté. Et dans la vidéo de mon bilan culturel, je t'en ai parlé un petit peu, mais j'avais pas trop le temps de développer tout bien parce qu'il y avait pas mal d'autres objets culturels à parler. Du coup, je n'aurais pas pu, sauf si j'avais fait une vidéo d'1 heure. Donc voilà, cette vidéo lui est consacrée. J'ai mis un peu de temps à la lire, cette BD, après l'avoir achetée. J'ai mis plusieurs mois. J'ai toujours du mal à lire les BD parce que je sais que ça se lit très très vite. Et du coup, ça me frustre vachement que ça se lise aussi vite. Du coup, j'ai un peu attendu. Mais j'aurais peut-être dû la lire un peu plus tôt parce que j'ai eu un véritable déclic. Et je me suis régalée en la lisant. J'ai voulu la savourer un petit peu pour pas la finir trop vite. Mais ça a été un vrai plaisir de la lire. Déjà, c'est une BD qui est extrêmement bien faite. Comme je t'avais dit dans mon vidéo, je l'aime pas seulement parce qu'elle me touche, parce qu'il y a une dimension personnelle, mais parce qu'aussi c'est une BD qui est très bien réalisée et donc qui se lit très facilement. C'est un vrai régal. C'est drôle et très émouvant à la fois. C'est pas des dessins complètement aboutis, mais ils sont quand même très jolis. Elle est très bien mise en scène, il y a plein de petites choses créatives, de petites touches originales. Il y a des schémas très explicites. Il y a une très bonne mise en scène dans cette BD. Une mise en scène qui est très vivante, qui est vraiment bien faite. Il y a beaucoup de mouvements, je sais pas exactement comment expliquer. Les cases sont vraiment très bien conçues, très bien faites. Ici, par exemple, c'est un des moments qui m'a le plus émue. Et c'est bien fait puisque sur cette case ici, là, comme on peut le voir, elle se plante un couteau dans le ventre. Il y a le sang qui coule et ça remplit la deuxième partie de la case. Et là, on la voit tomber pour signifier la chute, quoi, la tentative de suicide. Ça, c'est une des mises en scène, je trouve, qui est bien réussi. Il y en a d'autres. Il y a pas mal de petites choses métaphoriques aussi, comme ici par exemple le renard dépressif tout en noir qui suce le cerveau de loup. Ça aussi c'est très métaphorique, fait le grand écart entre les deux professions. Ça aussi c'est un bon exemple, elle représente l'hypersensibilité avec les personnes peu réactives, les personnes sensibles et puis les personnes hypersensibles. Là pareil pour la bipolarité de type 1, le loup qui monte tout en haut de la montagne et puis qui descend, c'est la chute et là il remonte et il se trouve sur un sol plat. Ça symbolise l'intervalle libre de la bipolarité de type 1 qu'il n'y a pas dans la bipolarité de type cyclosimique. Il y a plein de choses qui sont vraiment bien et qui sont vraiment intéressantes. C'est pour ça que ça en fait, comme je disais, une très belle œuvre. C'est une BD autobiographique de Lulubi où elle nous raconte tout son parcours. Elle nous raconte ses débuts et jusqu'à... elle découvre enfin ce qu'elle était et qu'elle comprenne d'où venait sa souffrance, son mal-être intérieur, grâce à une psy qui l'a diagnostiquée cyclotimique, donc bipolaire. Donc à partir de ce moment-là, elle s'est rendue compte de plein de choses et elle s'est comprise, elle s'est enfin comprise. Elle a pu aussi s'accepter et après elle nous explique exactement comment ça se manifeste au quotidien, cette maladie, quels sont les handicaps, quelles sont les différences par rapport à une personne qui n'est pas atteinte de cette maladie. Tout ça et elle l'explique très bien, comme je disais, par l'intermédiaire de tous ces petits schémas, ces petits dessins qui sont assez métaphoriques. Et surtout, et c'est là le plus gros atout de la BD, je trouve que c'est une idée vraiment originale et surtout très pertinente, très importante dans la compréhension de la maladie et aussi dans la BD en elle-même en fait, c'est qu'elle a choisi de personnifier la maladie par l'intermédiaire d'un petit renard. On le voit ici sur la couverture, qui a 2 faces. Et du coup, c'est vraiment bien fait
puisque son petit renard il s'exprime. Grâce à ça, elle montre comment s'exprime la maladie en fait. Et surtout, ça permet de détacher aussi la personne et la maladie, même si les deux sont liés. Et du coup, elle met en évidence plein de choses grâce à ça. Donc ça, c'est une super idée. Je suis totalement fan de ça. En plus du petit renard, elle a aussi choisi de ne mettre qu'une couleur dans la BD et le reste en noir et blanc. Le orange pour rappeler le petit renard. Et donc, on voit très bien dans la BD, juste en ouvrant une page, en fait, on peut se rendre compte, par exemple, là, on voit très bien, il y a une profusion de orange partout. Ici, surtout. Donc là, ça veut dire qu'elle est up en fait, que son humeur est très élevée, qu'elle est en hypomanie, on appelle ça. Là, on voit très bien, tout est orange et donc ça aussi, ça participe à la métaphore, quoi. Et puis à la pertinence et à l'originalité de la BD, en fait. Je trouve ça hyper créatif d'avoir fait ça. Quand c'est neutre, il y a du noir et blanc, et puis un petit peu de orange. Et puis complètement à l'opposé, quand son humeur est down, là voilà, on se retrouve complètement dans le noir. Il n'y a plus du tout de orange. Le visuel comme ça participe à l'émotion aussi qu'on a en fait. Quand on voit plein de orange, on peut ressentir mieux ce que elle ressent. Je dis ça en me mettant à la place d'une personne qui n'est pas bipolaire, puisque moi j'ai pas de mal à me mettre à sa place et à ressentir ce qu'elle peut ressentir. Et du coup voilà, c'est une super bonne idée d'avoir fait ça, je trouve. Là par exemple, pour représenter son angoisse, elle fait des gribouillis au stylo comme ça. Alors ça par exemple, ça m'a fait un peu rire, même si c'est un peu horrible. Ça m'a émue quand même en même temps. Voilà, pour représenter la crise d'angoisse, ça représente très très bien la crise d'angoisse. Des traits vraiment marqués et puis comme des gribouillis. Là aussi, elle le fait par exemple pour représenter son mal-être. C'est beaucoup plus marquant en fait avec ce genre de dessin un peu métaphorique. Ça m'a beaucoup touchée le fait qu'elle raconte qu'au début, elle est dans une errance diagnostique. C'est quelque chose de très courant dans ce genre de maladie, dans la bipolarité et encore plus dans la cyclothymie, parce que déjà elle est pas mal ignorée, les professionnels sont pas beaucoup renseignés sur cette maladie et en plus elle est difficilement décelable parce que pour beaucoup de raisons, par exemple le fait qu'il y ait d'autres troubles qui peut la cacher, en fait, la dissimuler, comme l'anxiété sociale, comme des troubles alimentaires ou des troubles anxieux. Il y a le fait que l'hypomanie, donc qui est une humeur pathologique, l'hypomanie, une humeur où on est très euphorique, c'est encore plus fort que, je sais pas si vous prenez une personne qui n'est pas atteinte de la maladie, quand elle va très très bien, cette personne, l'hypomanie c'est encore plus au-dessus, c'est vraiment tu vas très 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 bien, mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça, on a une confiance en nous qui est vraiment hyper forte et indestructible. On est hyper sociable aussi parce qu'on n'a plus peur de rien. En fait, c'est un caractère de l'hypomanie, ça, c'est de se sentir invincible. On se sent tellement invincible qu'on peut se mettre en danger, en fait. Il peut y avoir des prises de risques dans cet état-là. Mais après, ces prises de risques, elles peuvent passer inaperçues dans le sens où elles peuvent être acceptées socialement, en fait. Ça peut être des prises de risques liées à la sexualité, par exemple, on se protège pas, ou à la drogue, ou à l'alcool. Je dis dans le sens où c'est accepté socialement. C'est pas que c'est accepté socialement, mais c'est que c'est pas quelque chose qu'on va tout de suite trouver fou ou vraiment bizarre en fait, contrairement à la manie qui est donc au-dessus de l'hypomanie, une humeur encore plus euphorisante, encore plus tout encore plus grande que l'hypomanie, où là, je sais pas, on peut faire des choses qui sont tout de suite décelables, dans le sens où, je sais pas, on va se mettre tout nu, on va aller dehors tout nu, on va faire des choses qui sont moins acceptées socialement, en fait. Ils sont hors de toute limite des conventions et de la norme, dans le sens où, par exemple, on va dépenser tout son argent jusqu'à être dans le rouge et continuer encore à dépenser, par exemple. Ou bien, je sais pas, acheter une décapotable alors qu'on n'a pas du tout les moyens. Ce genre de truc. Ça va être des choses qui seront plus facilement détectées, en fait. Ce genre de comportement qui est vraiment très très extrême. Comme par exemple courir tout nu dans la rue. J'ai pas d'autres exemples là sous la main, mais par exemple cet exemple c'est assez probant que ensuite on va dire mais il y a un problème. Alors que l'hypomanie va être un peu plus acceptée socialement, dans le sens où on va dire
La personne est juste bien, la personne est juste en forme et c'est tout, on va pas se poser plus de questions. Je rajouterais aussi que, parce qu'on peut se dire mais pourquoi est-ce que c'est pathologique finalement cette hypomanie si c'est une humeur où tout va bien, où on a une profusion d'idées, de projets ou de motivation, de confiance en soi et qu'on est hyper sociable, etc. Et qu'on se sent invincible, du coup on a peur de rien et on peut aller, je sais pas, faire des concours et sans stresser, etc. Ce genre de choses. Pourquoi c'est pathologique? Parce que comme j'ai dit déjà, il peut y avoir des prises de risques quand on est dans cette humeur, liées au sexe, à la drogue ou à l'alcool, ce genre de choses. Et il y a aussi des inconvénients à ce genre d'humeur. Par exemple, c'est les insomnies. Quand on est dans ce genre d'humeur, en général, on ne ressent plus la fatigue. Et donc du coup on dort plus et on reste toute la nuit à travailler sur son projet. Donc ça peut être handicapant dans le sens où on va manquer de sommeil forcément. On ressent plus non plus l'appétit. On peut rester une journée sans manger juste parce qu'on va travailler sur un truc ou qu'on va être complètement... qu'on va même pas sentir qu'on a faim en fait. Et puis ça donne vachement une surcharge au cerveau parce qu'on a tellement d'idées, ça tourne tellement là-haut qu'après c'est un peu compliqué. On se met à faire plein de choses en même temps, on parle énormément, on s'agite beaucoup. Ce qui peut être... des fois on a un peu l'impression d'en faire trop en fait, de rire trop, d'être trop exubérant. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une idée d'un coup et on va se lancer là-dessus. Genre on va dire je vais quitter mon job parce que j'en ai marre et on va vraiment le faire. Parce que cette humeur elle nous pousse en fait à faire des choses soit irréalistes, soit inconcevables ou folles dans le sens où on réfléchit pas à ce qu'on fait en fait. On est super impulsif donc on va se dire j'ai envie de voyager, je vais prendre un ticket et je vais le faire. Tu vois ce genre de truc mais elle le raconte très bien Lou que quand elle est dans cette humeur en fait elle a un peu envie de franchir les limites, genre d'acheter une robe super chère juste parce qu'elle la trouve belle, ou alors de draguer un inconnu juste pour l'excitation en fait alors qu'elle est déjà en couple. Après ça c'est lié au fait d'être dans une relation monogame exclusive. Ce genre de choses qui peut conduire à des mauvaises conséquences comme une rupture ou comme des disputes, que sais-je. Donc voilà en quoi cette humeur elle peut être problématique et elle est pathologique selon les médecins. Donc ça et plein d'autres choses, plein d'autres aspects de la maladie, elle l'explique très bien puisqu'elle fait des schémas par exemple. Il y a aussi un aspect de vulgarisation scientifique dans cette BD, c'est pas juste son parcours personnel, elle va aussi aller en profondeur et parler du cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec des schémas, avec des dessins pour expliquer vraiment comment ça fonctionne en fait, à quel point c'est quelque chose de physiologique, quelque chose qu'on contrôle pas. Donc du coup elle dit qu'elle a fait un vrai travail de recherche, lisant des livres sur le sujet qui sont très spécialisés et qui sont qui sont plutôt durs à lire et c'est en ça qu'elle est super cette BD parce qu'elle explique vraiment à quelqu'un qui n'a pas la maladie, qui comprend pas et qui a l'impression que c'est la personne, que c'est la faute de la personne. Là elle explique vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable et qui est physiologique. Et donc il y a beaucoup de schémas dans sa BD pour expliquer tout. Par exemple, voilà, quand elle parle de la dépression, elle va montrer un scan d'un cerveau sain et un scan d'un cerveau dépressif. Elle va schématiser les neurones et les neurotransmetteurs par des petits poissons. Et elle va montrer vraiment la différence entre l'hypomanie, où la dopamine afflue de manière très forte, et là ça la met dans une humeur très haute, et là par exemple où il y a juste un petit poisson, il n'y a pas assez de neurotransmetteurs, du coup le moral chute complètement. Donc là on a un autre schéma avec la différence entre quelqu'un qui est normal, elle l'explique très bien que tout le monde a des humeurs qui fluctuent, qui varient, mais il y a une grosse différence entre quelqu'un qui a des variations tout à fait normales de son humeur en fonction des circonstances en fait, ou des petites choses qui se passent dans sa vie. Par exemple, quand il se passe des trucs cool dans sa vie, cette personne, elle va être dans une humeur joyeuse, elle va être bien. Quand il se passe des trucs un peu chiants, un peu nuls, un peu désagréables, son humeur va un peu chuter, mais il va pas aller jusqu'à la dépression en fait. Ce qui est propre à cette maladie et aussi à l'hypersensibilité en général, c'est que les petites choses qui peuvent paraître dérisoires pour certains ou qui leur font un petit peu qui leur baissent un petit peu le moral, mais c'est pas
c'est pas terrible. Et ben pour une personne cyclotimique ou juste hypersensible, ça va être l'effondrement total. Et ça peut aller jusqu'à la dépression, en fait, juste parce qu'il va y avoir un petit truc où ça va être la crise d'angoisse. Ça va être quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, un ressenti beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Elle montre la différence entre les variations donc, de quelqu'un qui est normal et la variation de quelqu'un qui est cyclotimique où il y a beaucoup plus de courbes, c'est beaucoup plus en pic, alors que là on voit bien que c'est plus soft quoi. Alors que là ça fluctue énormément et sur un laps de temps parfois très très court. Et pour des petites choses, par exemple là on voit que ce qui a fait chuter son humeur c'est une petite critique. Après par exemple il y a d'autres schémas pour expliquer, voilà là elle montre très bien les différentes humeurs avec l'humeur neutre ici. Là on a un content, pas content, où c'est des humeurs dites normales. Après, on a les extrêmes, où on est vraiment très triste ou très très joyeux. Et ensuite, on a les humeurs qui sont dans les catégories pathologiques, où on a la dépression et l'hypomanie. Et au-dessus de l'hypomanie, il y a la manie. Là aussi, elle va faire un schéma entre les différentes bipolarités qu'il existe. La bipolarité de type 1, avec la manie, que n'a pas la bipolarité de type 2 ou la cyclothymie qui ne montre que l'hypomanie. Une des principales différences entre la bipolarité de type 1 et de type 2 avec la cyclothymie, c'est qu'elles sont épisodiques. C'est parfois des humeurs qui durent des semaines ou des mois, puis qui descendent un coup, et pareil, des semaines ou des mois qui remontent, et il y a un intervalle libre. Et la différence donc avec la cyclothymie où c'est tout le temps, c'est complètement instable, il n'y a pas d'intervalle libre. On est sur des durées qui sont très courtes en fait. Ça va être en quelques jours ou en quelques heures qu'on va changer d'humeur par rapport aux autres bipolarités qui sont sur des laps de temps beaucoup plus longs. Une autre chose aussi pour laquelle la cyclothymie a du mal à être décelée, c'est aussi dû au fait que quand on est en dépression, l'humeur continue de fluctuer. On va pas être sur quelque chose où on est tout le temps en dépression, tout le temps mal. Il y aura des moments où on sera un peu plus haut, où ça ira à peu près, où on fera peut-être illusion d'aller bien, alors qu'en fait on est vraiment en dépression. Et c'est pour ça que cette dépression, elle n'est pas tout à fait décelable en fait, elle n'est pas aussi évidente que quelqu'un qui est juste en dépression. Ou un bipolaire qui va être, ou un bipolaire de type 1 ou de type 2 qui va être en dépression. Tout ça, ça en fait une BD qui est formidable et qui est vraiment à mettre entre toutes les mains pour éduquer. Parce que c'est ça, c'est une BD qui a la volonté d'éduquer et surtout de faire prendre conscience aux gens de ce que c'est cette maladie pour enlever les préjugés, pour qu'on arrête de discriminer en fait ces personnes et surtout de leur prêter de mauvaises intentions. Moi c'est ce qui s'est passé pour moi de nombreuses fois et c'est juste faux en fait. Cette maladie c'est pas quelque chose sur lequel on a un contrôle, on y est pour rien et on la subit autant que même plus fort que les gens qu'on peut côtoyer. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est géniale cette BD, parce qu'elle est éducative et parce que sa volonté c'est de faire prendre conscience aux gens tout ça et qu'on arrête de stigmatiser ces personnes et qu'on les comprenne un peu mieux en fait, qu'on comprenne leur souffrance, leur douleur, soit plus empathique avec eux et puis les aider aussi. C'est comme la dépression, faut arrêter de faire culpabiliser les gens, ça sert à rien, c'est tellement contre-productif et elle le dit très bien, la dépression c'est une maladie, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un caprice et c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Moi c'est ça, on a souvent eu un regard négatif sur moi et on m'a souvent renvoyé une image négative de moi-même en disant que j'étais égoïste, que j'étais capricieuse, que j'étais trop extrême et que c'était pas bien d'être trop dans les extrêmes, de toujours être dans le tout ou rien. C'est extrêmement dévalorisant et destructeur. Et donc voilà, comme tu t'en doutes, en lisant cette BD, je me suis complètement retrouvée dedans, mais complètement. Ça m'a fait un bien fou, je me sentais plus seule, je me sentais comprise. Ça m'a énormément émue de lire chaque page et de me retrouver à ce point dedans et de dire mais oui, c'est ça, mais oui. Et c'est aussi libérateur. Et enfin, on met des mots sur... pas que des mots d'ailleurs, puisque comme c'est une BD, c'est très visuel. Du coup, on met aussi des images et des mots sur ce qu'on peut ressentir, sur ce qui se passe en nous. Moi, j'ai un mal fou à expliquer ce que je peux ressentir ou à mettre des mots sur mes émotions. C'est quelque chose qui est hyper dur pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que je passe par d'autres moyens pour exprimer mes sentiments, la danse, le chant, le dessin. Et ces vidéos me permettent de m'entraîner justement à parler et à dire les choses puisque je suis toute seule devant ma caméra et que je peux dire tout ce que je veux.
ça m'aide. Donc oui, en la lisant, ça a été le gros déclic en fait. Je me suis dit, ok, c'est pas possible, je suis cyclotymique. J'avais des doutes, comme je t'avais dit dans la vidéo Haul culturel numéro 1, que j'avais des doutes sur ça, puisque quand je lisais les symptômes, je me reconnaissais vachement. Même dans la bipolarité de type 1, je me reconnaissais, alors que c'est plus extrême encore que la cyclothymie. Et pourtant, je me reconnaissais quand même dans ces personnes. Je signifie la bipolarité de type 1, c'est vraiment celle qu'on connaît le plus, c'est ce qui était appelé avant la maniaco-dépression. C'est celle qui est le plus médiatisée en fait. Je pense que quand on dit bipolarité, tout le monde pense à celle-ci. Et donc suite à la lecture de cette BD, comme je t'ai dit, ça a été très très révélateur et un immense soulagement de pouvoir me dire ok, c'est pas ma faute en fait, je pense que j'ai une maladie. Ça commence par un autodiagnostic, mais j'étais pas sûre à 100%. Surtout qu'elle le dit bien à la fin de la BD, elle dit juste vous reconnaître dans l'histoire, ça suffit pas à poser un diagnostic. Il faut quand même aller voir des professionnels. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. C'est grâce à cette BD parce que peut-être un jour je raconterai vraiment exactement comment tout ceci a commencé et tout ce qui s'est passé et mon parcours. Mais avant de lire cette BD, c'était très dur pour moi depuis 2 ans et pendant ces 2 ans j'avais vu une psychiatre avec qui ça s'était très très mal passé et je voulais retrouver quelqu'un d'autre pour m'aider, un autre professionnel. Mais je savais pas du tout vers quoi me tourner, c'est n'importe quoi, les psys, on sait jamais sur qui on va tomber, si la personne ne va pas plus nous faire du mal, puis elles sont mal renseignées parce qu'elles ignorent beaucoup de choses, parce qu'elles sont juste incompétentes. Et donc du coup ça fait très peur et on sait pas du tout vers qui aller en fait, parce qu'il y en a tellement et on sait qui choisir. Et grâce à cette BD, Oulou raconte que la psy qui l'a diagnostiquée, c'était une psy spécialisée en TCC, thérapie cognitive et comportementale, qui soigne tout ce qui est addiction par exemple, ou troubles anxieux, troubles alimentaires, phobie sociale, etc. Il disait qu'en général, c'est les psys qui sont spécialisés dans ça, ils ont une connaissance beaucoup plus complète sur la bipolarité. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée chercher une psy spécialisée en TCC. Ça m'a permis de trouver ma psy qui m'a diagnostiquée et avec qui ça s'est très bien passé. Et enfin, je me suis sentie comprise et aidée. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et tout ça grâce à cette petite BD, cette petite merveille. Tu peux pas savoir à quel point je remercie Loulubi de l'avoir écrite, cette BD. Merci du fond du cœur. Je pense qu'elle a aidé plein de monde, pas que moi. Et c'est génial parce que c'est un bon moyen d'expliquer aux gens, en fait, qui tu es. Même si tu n'es pas que la maladie. Hein. Moi, je l'ai passée à mes proches pour qu'ils la lisent. Et ils ont mieux compris certaines choses. Ce qui est aussi très bénéfique et soulageant. C'est une BD que je relis quand je vais pas très bien parce qu'elle me fait sourire, mine de rien, que je me sens chez moi en fait quand je la lis. Je me sens comprise et je me sens pas toute seule évidemment. Et ça fait tellement bien fou de se sentir comprise, de se sentir acceptée aussi. Parce que moi ça a été très très dur avec ma famille, je détaillerai pas tout ici, mais... Et ça permet aussi de beaucoup mieux se comprendre aussi, de la lire et de comprendre comment la maladie fonctionne. Ça permet tout simplement de mieux se comprendre et mieux savoir comment on fonctionne et quelles sont nos capacités, nos faiblesses. C'est très bénéfique pour avancer dans la vie en fait. Et surtout ça déculpabilise complètement. On se dit ok, c'est pas de ma faute si je suis comme ça, j'ai pas choisi d'avoir cette maladie, c'est pas de ma faute. Donc ça déculpabilise mais tellement énormément parce qu'on m'a tellement fait culpabiliser avant d'être qui j'étais et de pas être assez bien. C'est un soulagement mais énorme et on accepte beaucoup mieux nos défauts entre guillemets. Enfin, nos défauts, les choses qui ne sont pas acceptées socialement. Ça permet de mieux les accepter et de se dire ok, c'est comme ça et c'est pas grave et tant pis. Et si les autres n'acceptent pas ça, bah ça sert à rien de se faire du mal avec eux en fait. Vaut mieux les ignorer ou carrément les enlever de sa vie parce que c'est très bien que ça va nous tirer vers le fond. On accepte aussi plus volontiers de pas être complètement adapté à la société. Et j'ai envie de dire, si on n'a pas envie de s'adapter ou si on n'a pas envie de s'intégrer, et ben c'est pas grave. Bon après c'est quand même bien de soigner, enfin d'essayer d'atténuer du moins les comportements qui peuvent être autodestructeurs, enfin les comportements qui nous font vraiment du mal à nous-mêmes. Je pense par exemple aux troubles alimentaires ou bien ce genre de maladie ça peut pousser à consommer de l'alcool ou de la drogue et ça peut être assez destructeur si on est addict. Pareil,
TOC aussi, c'est compliqué. Et puis les angoisses, ça c'est très très dur, les angoisses et les crises. Ça effectivement c'est des choses qui nous font du mal et mieux se faire aider pour ce genre de choses. Il y a plein de choses quand j'ai lu la BD dans lesquelles je me suis énormément reconnue. C'est grâce à la BD aussi que je me suis rendu compte à quel point les changements d'humeur étaient brusques et soudains et dans un laps de temps très court en fait. Avant cette BD, je me rendais pas compte de ça. Tout ce que je voyais avant de lire la BD, c'était je vais bien pendant 2 semaines et les 2 autres semaines du mois, je vais pas bien. Et c'est comme ça, un cycle continu où 2 semaines bien, 2 semaines pas bien. Et en lisant la BD, je me suis rendu compte que vraiment l'humeur, elle fluctuait beaucoup plus que ça et que des fois en une journée, je pouvais changer d'humeur plein de fois. Et de passer dans une journée à très très bien, à d'un coup pas bien du tout et puis repasser à bien. Je me suis rendu compte de ça, de vraiment même à un moment elle le dit bien, elle dit comment on peut se coucher en étant super bien, avec des bonnes pensées, etc. Et se réveiller tellement mal qu'on a envie de se suicider. Ça m'arrive aussi des fois ça, avec ce schéma-là où elle montre très bien comment l'humeur tombe d'un coup, sans raison, et puis remonte, hop. Il y a un autre truc qui m'a fait beaucoup rire aussi, qui m'a fait rire. Parce que c'est drôle comment elle le présente, mais en vrai, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est les états mixtes. C'est des états complexes et ambivalents où on est les deux à la fois. On peut être bien et mal à la fois. Ça peut être assez dangereux, ce genre d'état. Après, il y en a qui sont pas... ceux dont elle parle, ils sont pas dangereux, mais ils sont juste chiants, quoi. Il y en a un qui m'avait fait beaucoup rire quand je l'ai vu, qui m'a tout de suite rappelé plein de moments de ma vie. C'est le fatigue excité. Penser à 100 à l'heure, morale au top, mais pas d'énergie. Il marque ou comment avoir l'air bourré sans avoir bu une goutte d'alcool. Et ça, je me suis retrouvée complètement là-dedans. Ou pareil, le fait de rire et pleurer en même temps, ça m'est déjà arrivé. Après, ça peut être dangereux, les états mixtes, dans le sens où on peut être mal, très très mal, c'est-à-dire avoir des pensées vraiment mauvaises, même des pensées suicidaires, des pensées très négatives, et avoir une énergie qui est haute, qui est une grande énergie. Ce qui n'est pas le cas quand on est en dépression en fait. Quand on est en dépression en général, tout est bas. L'énergie est basse, le moral est bas, les pensées sont négatives. Et donc du coup en général quand on est en dépression, on n'arrive à rien faire, on reste dans le lit et on attend que le temps passe. Parce qu'on n'arrive à rien, parce qu'on n'a plus d'envie. Et dans cet état mixte, en fait, où on est à la fois mal et avec beaucoup d'énergie, c'est assez dangereux parce que on peut se mettre en action, en fait, à ce moment-là. Si on a des pensées suicidaires, on peut les mettre en action, ces pensées. Comment ça fonctionne, les états mixtes, elle l'explique très bien aussi ici, parce qu'elle dit qu'en fait, la cyclothymie joue sur 3 tableaux. Sur l'humeur, les pensées et l'énergie. Et ces 3 choses, elles peuvent être différentes indépendamment, en fait. On peut se retrouver avec une humeur triste, des pensées claires et une agitation. Où on peut se trouver euphorique, mais avec une certaine confusion et une lenteur, et un épuisement par exemple. Ça peut être complètement n'importe quoi en fait. Et c'est aussi en ça que c'est très déroutant, parce qu'on comprend pas en fait, parce que c'est complètement illogique et bizarre, et on n'arrive pas à se comprendre nous-mêmes en fait. Comment on peut être à la fois bien et mal en même temps, et puis on nous demande mais pourquoi tu vas pas bien et tout, et on me dit mais je sais pas, je comprends pas, et c'est en ça que c'est déroutant et que c'est contraignant et que c'est handicapant. Et puis on a l'impression qu'il y a toujours un truc qui va pas, dans le sens où on peut se sentir bien mais pas avoir du tout d'énergie, du coup ça sert à rien. Ou alors se sentir bien mais avoir des pensées confuses et lentes, et du coup on peut pas non plus mettre à profit cette bonne humeur en travaillant par exemple. Ou alors on est très excité, très agité, et avec des pensées qui sont très agitées elles aussi et obsessionnelles, et du coup on a plein d'idées qui fusent et tout, mais on en a tellement qu'on peut pas se mettre en action parce qu'on a trop de choses qui viennent d'un coup et qu'on s'éparpille complètement et qu'on peut pas tout faire en même temps, c'est impossible. Et donc du coup pareil, on reste inactif parce qu'on peut rien faire dans cet état en fait, et donc c'est compliqué. Et après voilà, je me suis aussi retrouvée quand elle explique la dépression, quand elle explique l'hypomanie. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on se sent invincible, irrésistible, hyper sociable. Et dans cette partie, elle raconte que sur un coup de tête comme ça, elle veut devenir factrice. Et pour devenir factrice, il faut qu'elle ait son permis. Et comme elle l'a pas, elle décide de passer le permis comme ça d'un coup. Comme je disais tout à l'heure aussi, voilà les prises de risque qu'on peut avoir quand on est en hypomanie. Abus d'alcool ou de drogue, partenaires multiples, rapports non protégés, excès de vitesse, sport à risque, achat compulsif, jeu d'argent. Et en dernière partie de la BD, après, elle explique tout ce qui est technique par rapport à se soigner, entre guillemets, même si on peut pas soigner la cyclothymie puisque c'est quelque chose qui fait partie de nous.
mais on peut se faire aider, on peut trouver des solutions, des techniques pour vivre mieux au quotidien. Donc après elle explique, et c'est pareil, ça c'est très bien expliqué, elle explique les différents les psychologues, les psychiatres, qu'est-ce que c'est, comment ils nous aident. Elle explique par rapport aux médicaments aussi, et notamment elle explique les effets secondaires du lithium, qui est un régulateur d'humeur. Et puis après, en toute dernière partie aussi, elle explique cette fameuse situation où on se retrouve à devoir dire qu'on est malade et qu'on est cyclotimique, et à expliquer et les différentes réactions que peuvent avoir les gens. Et encore une fois, elle raconte ça très bien, et elle montre, elle met en évidence en fait les réactions qui peuvent générer de la souffrance. Finalement, elle dit que la meilleure réaction possible qu'une personne peut avoir face à ça, c'est juste d'écouter en fait, d'être à l'écoute et d'être compréhensif et compatissant. Il y a un truc, il y avait ça aussi qui m'a énormément marqué, qui m'a fait pleurer quand je l'ai lu. C'est le moment où elle dit comment peut-on être à la fois cette personne éblouissante, excessive, donc là elle se dit est-ce que j'en ferais pas un peu trop, et cet autre lamentable, faible, sans ressources. Et là elle se dit pourquoi tout le monde y arrive sauf moi. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait, je crois que ça a été le plus gros déclic en fait. Quand j'ai lu ça, ça a été ah oui, ça a été très émouvant et assez bouleversant en fait. Il y a ça aussi dans lequel où je me suis complètement retrouvée, où elle parle avec son amie de la maladie. Son amie lui dit c'est bien quand même parce que ça fait plusieurs années que t'as pas fait de dépression. Donc et du coup elle lui dit oui, mais elle dit c'est vrai que les dépressions c'est vraiment le pire, mais c'est pas ce qui m'handicape au quotidien. C'est absorber chaque émotion qui passe et la subir à l'extrême. C'est de ne pas pouvoir me projeter dans l'avenir parce que mon humeur est trop imprévisible. C'est d'avoir du mal à construire dans la durée parce que le neuf m'attire et que je me lasse trop vite. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, dans lequel je me suis beaucoup retrouvée aussi. J'ai jamais su me projeter et jamais su m'organiser. Et pareil, je suis quelqu'un qui se lasse assez vite aussi, qui veut toujours du neuf, qui veut vivre tout le temps des nouvelles expériences, rencontrer des nouvelles personnes. Elle explique aussi à un moment, on lui a dit qu'elle s'éparpille énormément. Là, elle parle de son parcours professionnel, où elle a suivi des chemins, et puis qu'après et d'autres chemins, elle a fait des croisements, elle est passée par plein de trucs. Moi c'est pareil, j'ai jamais su me focaliser sur un seul truc. On m'a dit mais c'est pas possible Amélie, il faut que tu choisisses et tout, et moi impossible en fait, je reste sur toutes les choses que je veux faire. Parce que de toute façon, comme je disais, je me lasse, et en fait c'est assez cyclique en fait. C'est un intérêt qui va venir, puis qui va repartir au bout d'un moment, et il y a un autre qui va prendre la place. Et ça va être cyclique comme ça va tourner en rond. Et puis finalement, à la fin, la BD se termine sur une note positive, et du coup, c'est encourageant. Et ça fait du bien. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai beaucoup parlé. Je la conseille, que vous soyez malade ou non. Si vous avez un proche qui est bipolaire, mais lisez-la. Et puis je la conseille à tout le monde en fait, parce que ça peut permettre des autodiagnostics. Vous pouvez même aussi retrouver quelqu'un que vous connaissez dedans et lui en parler pour voir si ce serait pas ça. Après je pense qu'il faut quand même passer par la case diagnostic chez un psychiatre ou un psychologue. Mais voilà, ça peut être un bon début et ça peut permettre le déclic, et donc du coup c'est super important. Et comme je disais tout à l'heure, je remercie infiniment Lulubi d'avoir écrit cette BD. C'était vraiment une formidable initiative de faire ça. Et puis c'est super important parce que avant de la lire, j'avais l'impression d'être folle. Parfois, j'avais l'impression d'être complètement folle. Alors qu'en fait, non, fou, folle, ça veut rien dire. Et donc voilà, que dire de plus, à part que, comme je l'ai dit dans mon bilan culturel, que cette BD c'est comme un petit doudou en final, que je relis volontiers quand je vais pas très bien, qui me réconforte énormément, un petit doudou. Ça m'a fait du bien de te parler de ça. Donc cette BD est un coup de cœur, je le redis, je pense que t'as compris, il faut la lire, absolument.